Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il y en avait 100, il y en a désormais 120. Les 120 questions que vos enfants vont vous poser sur le corps, l'amour, la sexualité. C'est un livre qui prolonge le compte Instagram Orgasme et moi. Et on reçoit l'autrice du livre, créatrice du compte, Charline Vermont, et l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école. Actualité de presse, aujourd'hui, l'œuvre du mois du magazine Oh là là est consacrée à Versailles. Les programmes, évidemment, seront ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, vous le savez, Noël, elle adore. Alors elle a décidé comme ça que toutes les récrés du mois de décembre seraient des spéciales Noël, début de la série aujourd'hui. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste, m'expliquera comment avoir envie de manger des légumes verts. Non, pardon. Sandra vous expliquera comment donner envie à vos enfants de manger des légumes verts. Enfin, ça revient à peu près au même. C'est la chronique Plano. Repas, ce sera en fin d'émission, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Si vous ne connaissez pas notre invité du jour, c'est que vous n'avez pas d'ado à la maison ou dans votre entourage, ou bien qu'ils ont décidé de garder leur jardin secret. Ils ont bien le droit après tout. Avec ses 666 000 followers sur Instagram, le compte s'appelle Orgasme et moi. Elle est en effet une de leurs stars. Et pour cause, elle est une des rares à savoir parler de leur intimité sans tabou, sans alarmisme, au besoin avec humour, d'un mot de manière bienveillante. Si vous en doutez ou si vous n'êtes pas très réseaux sociaux, eh bien vous lisez Corps, Amour, Sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. C'est chez Albin Michel. C'est une nouvelle édition augmentée qui vient de sortir. Charline Vermont, on est super heureux de vous accueillir. Bonjour. Hello Emmanuel, ça va? Ça va. Nouvelle édition. On est passé de 100 à 120 questions. Alors quoi de neuf? Toujours plus. Toujours plus. Non, Qu'est-ce que vous avez 140. oublié? En fait, ça fait quand même un an déjà que le premier ouvrage est paru chez Albin Michel. Ça a été un succès de librairie qui a largement dépassé en fait la sphère du compte Instagram et de tous les parents, les adultes qui me suivent et qui l'ont offert à leurs collègues, à leurs neveux, filleuls, etc. Donc là, en fait, ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'on a collecté beaucoup de retours positifs et aussi également plein de questions. Et également des gens qui m'ont dit mais il est formidable ce livre, mais il n'y avait pas telle question, elle me manquait. Est-ce qu'il serait possible de parler de tel sujet? Et là, on s'est posé 2 secondes, on a pris tout ça et on s'est dit bon, alors maintenant 2 choses l'une. Et ben oui, c'est ok de se remettre en question, c'est ok de dire qu'il y avait des trous dans la raquette, et c'est aussi ok d'accompagner toutes les personnes qui travaillent en établissement scolaire, notamment au collège, que ce soit les infirmières scolaires, les documentalistes, les professeurs qui utilisent ce livre comme support pour les cours d'éducation à la sexualité et qui disent en fait on aimerait bien un livre qui aille jusqu'au bout du collège, qui aille jusqu'à 14 ans. Ouais. On a pris tous les trous dans la raquette. Et ça fait 20 questions de plus. Et ça fait 20 questions de plus et ça porte le livre jusqu'aux 14 ans. Voilà, c'est pas que pour le collège, parce que c'est 5 à 14 ans. À 14 ans, c'est un livre évolutif par tranche d'âge, du coup tu l'as entre les mains. Alors justement, on va le montrer. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va le garder pendant toutes ces années-là, sauf si on rachète les 140 questions qui vont sortir dans un an. Vous traitez des questions en différents niveaux qui correspondent à la maturité des enfants. Mais on va retrouver un peu la même question formulée différemment au fil des âges, c'est ça? Non, pas exactement. Pas exactement, en fait, mais enfin, il y a un suivi quand même. Alors exactement, on ne parle pas de la même manière à un enfant qui a 5 ans qu'un enfant qui a 14 ans. Donc, à 5 ans, on lui dit comment on appelle ce qu'il y a entre mes jambes. Exactement. Et donc, si tu veux bien montrer sur la couverture, sur la tranche, on a à la fois du 5-8 ans, là où tu étais dans les tranches vertes. Pardon? Et oui, on a à la fois des questions qui s'adressent aux... La démonstration par l'auteur. C'est parti. Alors, attends, je peux la faire la totale. Ok. Ouais. Première chose, il y a une boîte à outils, c'est-à-dire vous, en tant qu'adulte de confiance et parent de l'enfant, je vous donne tout de suite les moyens de vous rendre autonome sur le livre et sur toutes les autres questions que vos enfants pourraient avoir. Ensuite, je m'occupe un peu des parents parce que quand même, sauter à pieds joints dans la piscine alors que nous, on n'a rien reçu. Ça commence par une adresse aux parents qui est géniale. Moi, franchement, c'est ce que je fais toujours. D'ailleurs, quand j'interviens dans des établissements scolaires, je demande est-ce que vous voulez que je fasse un zoom avec les parents pour les rassurer sur ce que je vais raconter à leurs enfants. Yes. Donc, on commence par rassurer les parents, les accompagner. Tout à l'heure. Yes. Ensuite, on a les 5-8 ans et puis ensuite, on a les 7-10 ans et on a les 10 et plus. Voilà, la couleur change sur le côté. Exactement. C'est cette tranche-là que vous vouliez que je regarde. C'est vraiment évolutif et pour faire ce livre, je me suis faite accompagner d'un collège d'experts, de médecins, psychologues, etc., pédopsychiatres, pour que évidemment ces questions soient adaptées à la maturité psycho-émotionnelle des enfants. Votre premier métier, c'est pas de vous intéresser à ces questions-là? Non, c'est formatrice en santé sexuelle. Qu'est-ce qui a évolué dans votre regard à vous depuis que vous avez ouvert Orgasme et moi sur compte Instagram, depuis que vous faites des bouquins et depuis que vous rencontrez, j'ose dire, des milliers de lecteurs et de lectrices, parce qu'il faut voir les files d'attente quand vous faites une conférence, c'est juste hallucinant, je l'ai vu.
Que dire on vient remplir un vide aujourd'hui sociétal, c'est-à-dire les gens me demandent c'est quoi le secret du conte, le secret, c'est quoi le secret du succès? Et ben c'est très tristoun, c'est le vide abyssal qu'il y a aujourd'hui en fait dans l'éducation au consentement, à la sexualité. Il fallait remplir ce vide. Moi, j'ai proposé aujourd'hui un compte Instagram pour les adultes, pour les 15 et plus. J'ai proposé ce livre et j'interviens dans les établissements scolaires, mais également à la Sorbonne, parce que également les professionnels de santé, imagine-toi, ne sont pas formés. Donc aujourd'hui, moi, je forme des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des pharmaciens, des professionnels de l'éducation, pour qu'à leur tour, ils puissent former les autres. Exactement. Mais qu'est-ce qui a bougé quand même depuis le lancement du compte Instagram? Parce que beaucoup de choses se sont passées. Il y a peut-être une prise de conscience au niveau politique. Elle est débutante. Je vais rappeler les mots de Sylvie-Pierre Brossolette, président du Haut Conseil à l'égalité, et qui dit: il est urgent en fait de lutter contre les violences, et cette lutte contre les violences, notamment chez les jeunes, elle passe par l'éducation à la sexualité. Il faut appliquer la loi de 2001. Et ça, on va en parler juste après l'anti-sèche de cette loi et de sa non-application. Et de sa non-application, donc voilà. Qui reste quand même assez scandaleuse. Oui, 2,7 séances sur les 21 qui sont prévues. Le rapport Blanquer dit 15%. Rare exemple où les manifestants et la police sont d'accord. La loi des Charline Vermont, corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Le compte Instagram, c'est Orgasme. C'est vrai que 666 000 followers, c'est un peu diabolique. Il faut vite me passer là à 667 000, 670 000. On se retrouve juste après l'anti-sèche, c'est Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une anti-sèche consacrée aujourd'hui à la pièce la plus célèbre du château de Versailles. Vous aimez mieux Versailles quand même, hein? J'aime bien Versailles. Vous avez fait Marie-Antoinette l'autre jour pour la série sur Canal, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et cette fois, vous vous êtes emparé de Oh là là, un magazine que vous adorez. Puisque l'œuvre du mois, c'est la Galerie des Glaces. Voilà, c'est le numéro de décembre. Donc la Galerie des Glaces, pièce sublime aux 357 miroirs qui à elle seule témoigne de l'histoire de France et qui surtout rappelle le règne du roi Soleil, Louis XIV. Et oui, parce que c'est son idée à lui de faire construire cette Galerie des Glaces. Tout à fait. Alors lorsque le roi décide d'installer sa cour à Versailles, il ordonne de construire une galerie couverte parce qu'avant, la Galerie des Glaces, c'était une terrasse avec une fontaine au centre. Elle permettait d'admirer les jardins de Versailles, et cette terrasse, elle séparait deux ailes du château, donc l'aile des appartements du roi et l'aile des appartements de la reine. Le roi veut donc créer cet espace majestueux. Il a 40 ans, il est au sommet de sa gloire et il veut en mettre plein la vue à l'Europe. Il confie alors les travaux à l'architecte Jules Ardouin-Mansart. Deux enjeux majeurs pour cette pièce, il y a le plafond et les fameux miroirs qui vont donner leur nom à la Galerie des Glaces. Oui, d'abord la peinture, ce plafond qui représente Louis XIV, ses exploits guerriers, les décisions pour le royaume. C'est une voûte qui est totalement politique et qui veut démontrer la suprématie de la France dans tous les domaines. Alors initialement, pareil, ça ne devait pas du tout ressembler à ça. Le plafond devait représenter Hercule. Oui, c'est raté. Voilà, c'est raté. Le roi décide finalement de se mettre en scène lui-même. Oui, c'est plus simple. Le roi Soleil, c'est lui. Après tout, donc c'est à lui que cette Galerie des Glaces devra ressembler. Le symbole le plus important, c'est le tableau qui se trouve au milieu de la galerie. Regardez, le roi est centré. À sa gauche se trouve Minerve, allégorie de la sagesse, et Mars, la valeur du souverain qui lui montre le chemin de la gloire que tient la couronne. Louis XIV est le roi tout-puissant. Alors on a le plafond et puis ce long couloir de 73 mètres de long orné de ces 357 miroirs. Oui, et pour ces miroirs, Louis XIV se heurte à un problème. La glacerie, c'est la spécialité des artisans de Venise. En France, on n'a pas du tout les techniques, mais pour le roi, c'est impossible. Il veut du made in France. Donc, le surintendant du roi, Colbert, envoie alors des espions en Italie pour qu'ils puissent convaincre les ouvriers vénitiens de venir à Paris pour fabriquer ces miroirs. Sauf que ça fonctionne qu'un temps et finalement, les fabricants français prennent le relais. Ça sera la création de la manufacture des glaces en Normandie. La France devient pionnière dans la réalisation des miroirs. Voilà, il y a quand même un jeu de canaux du côté au Grand Canal à Versailles qu'on appelle la Petite Venise. Et ben voilà, petit clin d'œil à Venise. Des miroirs qui évidemment aujourd'hui font partie de la renommée internationale du château de Versailles. Il y a ces 17 fenêtres et ces 17 blocs de miroirs qui leur font face, qui permet un dialogue permanent avec une lumière incroyable et surtout pour Louis XIV qui était très fier de ses jardins, grâce aux miroirs ça permet de faire entrer un petit peu les jardins à l'intérieur du château. Et à l'époque en plus les miroirs étaient une vraie curiosité. Aujourd'hui c'est normal mais à l'époque pas du tout, c'était pas répandu. Donc il faut vraiment comprendre à quel point c'était un véritable bijou
inestimable à l'époque. Et puis comme tous les lieux publics de l'époque, la Galerie des Glaces, c'est un lieu où on vient voir, mais c'est aussi un lieu où on vient se faire voir. Mais oui, c'est un lieu de mondanité, cela fait partie de la vie quotidienne du château. On y va pour être vu, pour parler tout haut, mais on peut aussi parler au coin de la galerie. C'est le terme employé à l'époque pour des conversations plus discrètes. Et enfin, la Galerie des Glaces est un lieu de représentation politique. C'est là où Louis XIV montre sa puissance de monarque, je vous l'ai dit, mais c'est également dans cette galerie que le chancelier Bismarck fait proclamer l'Empire allemand. En 1870, la France vient d'essuyer une lourde défaite face à la Prusse, et c'est une manière pour les Allemands de l'humilier, la France, et de prendre leur revanche sur Louis XIV et sur Napoléon. Et on choisit cette vraiment la France qui prendra sa revanche 50 ans plus tard. Oui, puisque le traité de Versailles, en 1919, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, est signé dans cette même Galerie des Glaces. Cette fois-ci, les rôles sont inversés, puisque c'est l'Allemagne qui a perdu la guerre. La France tient donc sa revanche. Ouais, pas pour super longtemps. Enfin, si, remarque, elle va regagner celle d'après. Mais à quel prix? Merci beaucoup, Emma. On se retrouve pour la récré? Oui, c'est une Vous êtes prête? Bah, Ça va être Noël? Je suis à Elle fond. frétille? Ouais, je suis à La fond. famille 7-8? Ça m'a fait rire. Merci beaucoup, Emma. On retrouve Charline Vermont. Une geekette qui permet à la parole de se libérer dans un cadre safe et surtout drôle. C'est ainsi que se présente parfois Charline Vermont, mère de famille nombreuse, c'est vous qui le dites, formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. Elle a créé sur Instagram Orgasme et moi et elle publie une deuxième édition augmentée de 120, enfin avant c'était 100, maintenant c'est 120 questions que vos enfants vont vous poser. C'est chez Albin Michel. Sur quoi? Sur le corps, sur l'amour, sur la sexualité. Sur quel sujet vous êtes le plus souvent interrogé? Alors par les parents ou par les enfants? Alors on va faire les deux, les parents. Alors il y a des sujets qui reviennent très fréquemment. Ouais. La communication de couple, ce qui est quand même un grand sujet, je pense, de notre vie affective, relationnelle, sexuelle, où d'ailleurs je reçois parfois en thérapie des patients, et souvent les gens s'excusent, commencent par dire on est désolé, en fait, ça doit pas être si terrible que ça, si grave que ça, mais on n'arrive pas à avancer, on est bloqué. Et moi je leur réponds, vous savez, on est dans un pays où quelque part, au cours de notre scolarité, à aucun moment, on nous apprend à communiquer, on nous apprend à exprimer nos émotions, nos besoins, poser des limites. Oui, ça s'apprend en fait, poser des limites, ça s'apprend, poser un non. Si la première fois que vous dites non, c'est la première fois qu'un garçon vous touche les fesses dans un bar, c'est extrêmement compliqué. Si à l'école, vous aviez eu des scénettes pour vous apprendre à dire c'est mon corps, enlève ta main, et que in situ c'est beaucoup plus... mais le ton tout de suite, tu sais. T'as pas envie de laisser la main, tu vois, tu vas. J'ai glissé. En fait, on n'apprend pas à faire ça, et on n'apprend pas non plus à écouter, à être dans l'écoute active, bienveillante des besoins, des ressentis, des limites de l'autre. Et tout ça s'apprend. Donc je commence à dire au couple, vous savez, il est jamais trop tard et on va apprendre ensemble, tout va bien se passer. Et tant qu'à faire, vous pouvez l'apprendre à vos enfants aussi. Exactement, donc tout ça c'est également quelque chose qui se transmet puisque l'école ne le fait pas. Alors les fois, ça bouge pas un tout petit peu maintenant quand même, 2,7 séances. Il y en a 21 qui sont obligatoires, plusieurs lois. Il y a une loi de 2001, il y a une circulaire de 2018. Je dis pas ça, on ne va pas les apprendre par cœur, les circulaires, mais c'est pour dire que normalement ils sont censés le faire, quoi. Une circulaire, ça a une valeur. Oui, et puis d'ailleurs, il a été un peu interpellé par ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Notre nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, il a fait effectivement, c'est très important. Et on va avancer sur le sujet. Moi, j'ai envie de dire, je veux voir. En fait, concrètement, il faut une volonté politique, on le voit bien. Il faut de l'argent, en fait, pour être très concrète. Pour former les enseignants. Et puis aussi... les infirmières scolaires, qui pourraient tenir ce rôle, d'ailleurs, dans les écoles. D'abord, il y a des associations qui sont agréées au niveau national, comme Planning Familial, ou au niveau local, pour intervenir dans les établissements scolaires. Ces assos, il faut les financer. Voilà, déjà, la première chose. Ensuite, ça peut être fait par des professeurs. Il y a d'ailleurs des formations internes à l'éducation nationale pour accompagner les personnels de l'éducation qui veulent endosser ce rôle, pour les former, leur donner des supports. Mais encore une fois, il y a très peu de place. Vous imaginez le nombre d'élèves qui en France, 12 millions quand même d'élèves qui ont fait leur rentrée là en septembre. Vous imaginez le nombre de séances qu'il faut prévoir pour un territoire, 3 séances annuelles. Donc, là, en fait, il faut y aller, il faut mettre les bouchées doubles. Moi, je rejoins Caroline Dehaas sur son plaidoyer pour les 1 milliard. Si on veut lutter contre les violences, quelles qu'elles soient, sexistes et sexuelles, il va falloir avancer, et c'est pas... voilà. Alors, il ne s'agit pas seulement de lutter contre les violences. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, l'approche par le risque, ça ne suffit pas du tout. Alors, en fait, on ne sait plus comment apporter le truc. Alors, effectivement, aujourd'hui, on brandit il faut lutter contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles.
Oui, Et on a raison, bien sûr. Et honnêtement, voilà, c'est pas négociable, c'est hyper important, donc on avance. En fait, oui, il y a mille et autres raisons pour lesquelles on doit le faire, mais ne serait-ce qu'en fait de pouvoir permettre à tout un chacun, chacune, d'être des adultes épanouis et respectueux, respectueuses. Voilà, en dehors même de la question des violences. Et au-delà de la question des violences, ne serait-ce que, comme je le disais tout à l'heure, apprendre à communiquer de manière saine, à construire des relations affectives de manière saine, apprendre également, en fait, moi, ce que je dis aux enfants, aux élèves d'ailleurs de terminale, première, quand j'interviens, donc au-delà de 15 ans, à partir de la majorité sexuelle, je me permets ces propos. Pourquoi on parle autant de sexe, à votre avis ? Mais c'est peut-être aussi une des façons les plus belles, les plus incroyables, magiques, un des plus grands plaisirs qu'on peut vivre sur Terre. C'est une manière extraordinaire de se connecter à soi-même, de se connecter à l'autre. Et voilà, et au-delà de tout ce dont on va parler, là on va parler de prévention, et je vais vous parler de contraception, et je vais vous parler d'IST, etc. Mais on parle aussi de quelque chose de chouette, on parle de plaisir, on parle de... que fondamentalement, ça peut être quelque chose de juste merveilleux, magique, à condition de le pratiquer dans des conditions saines. Ouais. 0 pointé pour l'école. En revanche, bonne note pour les séries télé. Alors, il y a Sex Education, ça, vous y avez participé, je crois, d'ailleurs. Ouais, j'étais ambassadrice, j'ai accompagné Netflix, effectivement, pour la sortie de la saison 3. Et il y a des bonnes séries, on peut en citer quelques-unes. Oui, j'ai envie de dire Sense8, ou toutes les séries... Orange is the New Black, The L Word, et puis toutes les séries qui aujourd'hui, on va remercier nos copains anglo-saxons quand même, Ils font le boulot. ou Atypical, etc. En fait, on est sur un monde où, heureusement, j'ai envie de dire, les gamins d'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui, peuvent se reconnaître dans les personnages qu'on voit à la télé. Il n'y a pas que des petits blonds aux yeux bleus. Si Netflix fait le boulot, l'éducation nationale pourrait aussi le faire. Est-ce qu'on peut aimer qui on veut ? Ça veut dire quoi intime ? Pourquoi on a ces règles, quelques-unes des 120 questions que vos enfants vont vous poser, n'en doutez pas, sur leur corps, l'amour, la sexualité. C'est le livre de Charline Vermont qu'on retrouve juste après la récompense des récrés ici, Charline. Ça ira ? Ouais, ça va. C'est Noël en plus. Pardon ? Mais carrément, c'est déjà Noël en bas. Jingle bells, récré. Mais s'il n'est pas beau ce jingle. Il est magnifique ce jingle. Il est tout nouveau. Vous allez bien ? Ça va super bien. On est passé en mode heure de la... Ah ouais, non, mais c'est grave. Ah non, elle l'a planqué. Ah non. Direct. Ah non. En plus, j'ai choisi que des circonstances puisque... Ça va au moment où... Vous avez vu, même la chemise, je me suis dit, ça fait un peu sapin. Ouais. Complètement. Tout est réfléchi. Extraordinaire. Vous nous emmenez sur les traces du Père Noël aujourd'hui. Et bien sûr, parce que c'est quand même lui la star de Noël. Et pour revenir aux origines du Père Noël, il faut remonter à 1700 ans, puisque son histoire commence en Turquie, dans la ville de Myre. Ah, ça fait du bruit mon truc. À l'époque, un évêque qui s'appelle Nicolas hérite de ses parents, qui étaient très riches, et au lieu d'utiliser cet argent, il prend l'habitude d'offrir des cadeaux aux pauvres et aux enfants. Et à sa mort, le 6 décembre 343, il devient leur protecteur et devient donc Saint Nicolas. Charline, c'est une bonne élève. C'est Saint-Nicolas, j'ai trouvé. Et la légende se répand dans de nombreux pays. Et donc, c'est en Hollande ensuite que Saint-Nicolas devient un personnage semi-laïque. Oui, car à l'époque, au XVIe siècle, une réforme protestante supprime cette fête religieuse en Europe. Et c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas que Saint-Nicolas devient Sinterklaas. Sinterklaas qui devient Santa Claus aux États-Unis. Ah oui, parce que la légende du Père Noël continue sur un autre continent. Je vous avais parlé il y a quelques jours de l'arrivée des pères pèlerins, considérés comme les membres fondateurs des États-Unis, ces premiers immigrés arrivés d'Europe sur le continent américain. Et bien, c'est avec eux que Sinterklaas devient Santa Claus, et surtout, la légende du Père Noël se démocratise avec l'apparition d'un conte pour enfants, The Night Before Christmas, la nuit avant Noël, que publie un pasteur américain qui s'appelle Clement Clark Moore en 1821. Et dans ce conte, le Père Noël, c'est pas encore le monsieur dodu sympathique qu'on connaît, c'est un lutin. Et pourquoi c'est un lutin ? Parce qu'il doit avoir assez de place pour passer dans la cheminée pour distribuer les cadeaux dans les maisons. C'est vrai que le ventre, ça gêne un peu quand même. Ok, Saint-Nicolas, Sinterklaas, Santa Claus, mais alors à quel moment le Père Noël devient le Père Noël, là, celui qu'on connaît aujourd'hui ? Plusieurs étapes. 40 ans après l'apparition du conte, le dessinateur américain Thomas Nast commence à dessiner le Père Noël dans un journal, et regardez à quoi il ressemble. On commence à se rapprocher de très près de l'image du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, avec son costume rouge, son embonpoint et sa barbe, à la différence près qu'aujourd'hui, le Père Noël, bien sûr, a arrêté de fumer. Évidemment.
Et c'est formidable. Il doit beaucoup aussi à une marque, c'est ça. Ben oui. Le commerce s'en est mêlé. Voilà, le commerce. 1931. Tout à fait. Alors, on va en citer 3 pour ne pas faire de jaloux. Alors, Pepsi, le Brescola, puisqu'on salue les Bretons. Mais le Père Noël tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est bien sûr Coca-Cola qui le démocratise. Et c'est comme ça qu'on l'imagine aujourd'hui. Voilà pour l'histoire du Père Noël. Emmanuel. Génial. Merci beaucoup, Emma. Et Non, ça fait plus gling. Vous avez qu'à chanter Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tan, ta, 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 pa, pa. Et bonne année, grand-mère. Yeah. Grand oral, Charline Vermont. J'ai choisi la légèreté et un mode d'éducation positif comme credo, le rire comme alliance pédagogique. Ainsi parle Charline Vermont, créatrice et animatrice du compte Instagram Orgasme et moi. Une communauté de plus de 600, près de 700 000 personnes qui lui vaut 5000 messages par semaine. Et elle rédite par ailleurs 120 questions que vos enfants vont vous poser sur le corps, l'amour, la sexualité. C'est chez Albin Michel. Les idées fausses, on a parlé des adultes et des questions qu'ils vous posaient, mais du côté des adultes, une des grandes idées fausses, c'est que les enfants n'ont pas de sexualité, ou n'auraient pas de sexualité. Clairement, en fait, il y a beaucoup de parents qui me disent « mais à quoi ça sert de leur en parler avant la puberté ?» C'est ça. Alors d'abord, peut-être leur apprendre ce Ils ont un corps qui va changer, corps. certes, mais il y a un point de départ. Voilà, apprendre à nommer en fait ce qu'est l'intimité. Et du coup, il y a 2 chapitres qui sont hyper importants selon moi. Il y a l'intimité et du coup son corollaire, le consentement. Et en fait, apprendre à nommer l'intime, c'est également apprendre à le protéger, ou en tout cas à pouvoir ouvrir, libérer la parole si besoin est, n'est-ce pas ? Et ensuite, au-delà de l'UNESCO qui, dans ses principes directeurs, préconise 5-12 ans, qui est l'âge de latence pour pouvoir aborder ce sujet, entre le stade de la petite enfance où l'enfant est extrêmement obsédé par son corps, les stades oral, phallique, anal et la puberté, il y a un peu cette phase d'apaisement en fait, où c'est beaucoup plus facile en tant que parent d'aborder le sujet avec son enfant. Mais alors, si j'aborde le sujet avec mon enfant et qu'il est un petit peu grand, ça veut dire que ça va lui donner envie de le faire. Alors oui, ça c'est... Je pose une question qui est une idée reçue. Donc déjà, effectivement, pour répondre correctement à la question, les parents me disent, mon enfant n'a pas de sexualité, ça ne sert à rien de leur en parler. Alors juste, on va débunker tout de suite le sujet. 40 à 85% des enfants prépubères se masturbent. Ça, c'est vraiment les études mondiales qui le disent. Donc d'abord, vos enfants ont déjà une sexualité, ça existe même in utero, on a déjà des échographies. Donc d'abord, aussi accessoirement, laissez vos enfants vivre ce qu'elles ont à vivre et juste permettez-leur de le vivre dans les meilleures conditions. Donc si vous voyez vos enfants, notamment qui découvrent leur corps, juste invitez-les à le faire dans un endroit calme, posé, à l'abri des regards pour protéger leur intimité, celle des autres. Ensuite, effectivement, parler de sexualité à son enfant, est-ce que ça donnerait envie de faire... Est-ce que ça leur donnerait en fait envie d'avoir des rapports sexuels avec les autres ? Ça, c'est quand même quelque chose qui revient. Alors du coup, non. J'invite tout le monde à consulter la webographie qui est à la fin du livre. Et en fait, je cite... il y a les chiffres. Exactement, je cite des dizaines d'études qui montrent qu'en réalité, plus les parents ont des conversations saines, intelligentes avec leurs enfants, ados, autour de leur corps, de l'intimité, du consentement, etc. Alors les chiffres sont très clairs. D'abord, je ne vais pas tout vous les citer, mais regardez, tout ça, c'est que des adresses de sites web, vous pouvez aller vérifier les infos. Déjà, moins il y a de grossesse juvénile. Donc je parle de 15-24 ans, moins il y a de grossesse non désirée. Moins il y a d'IST, moins il y a d'agression sexuelle, que ce soit côté agresseur ou agressé. Et surtout, plus l'âge des premiers rapports sont tardifs. Parler de sexualité à vos enfants, ça leur permet d'être exigeants sur les conditions dans lesquelles ça va avoir lieu. Ils n'ont pas besoin de se mettre en risque à eux-mêmes pour vivre et faire connaissance avec l'effet de l'interdiction, moins l'effet du mystère, moins l'effet de la transgression. Et aussi, donc, en gros, ça ne leur donne pas envie de faire plus tôt, ça leur donne envie de faire mieux. Et c'est ça qui est important. Comment on fait quand l'enfant ne met pas spontanément le sujet sur le tapis ? Alors, j'ai souvent eu ce que ça. Mais oui, parce que du coup, les parents. Mais oui, mais les parents, ils me disent ça, ils me disent comment je le présente à mon enfant. Alors, je leur dis, mais honnêtement, si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez le mettre dans les toilettes, vous pouvez le poser sur la table du salon. Et effectivement, j'ai des parents qui me disent, bon, alors, premier jour, le livre n'a pas bougé. Troisième jour, le livre a disparu. Je me suis fait du souci. Ma fille, elle a 8 ans. J'ai eu peur qu'elle.
J'ai eu peur qu'elle aille regarder les questions qui ne sont pas de son âge, hein, etc., parce qu'il y a des tranches de couleurs. Et là, en qui fait, donnent l'âge. eh bien, oui, en fait, simplement, oui, il est possible que votre enfant, prenne le sujet et se dise, ah, là, en fait, c'est ok de se poser ces questions. J'ai le droit de me plonger dans ce livre, j'ai le droit de me l'approprier. On s'autorise à le faire et pour rassurer. De la bienveillance et de s'autoriser. Exactement, et puis aussi pour rassurer les parents, vous inquiétez pas, le livre il est 100% safe. Il a été conçu avec des professionnels du sujet, et si votre enfant est curieux et mature sur le sujet et qu'il explore d'autres questions, tout va bien. Dernière question très brièvement, donc le livre est safe, ce qui n'est pas forcément le cas d'Internet. Quand on laisse faire Internet, qu'on tape sexe et qu'on arrive sur du porno, pour autant le porno, vous n'êtes pas dans une position farouchement contre. Vous dites il y a des âges pour ça, ça peut servir à quelque chose, mais c'est pas pour les enfants. J'ai une position très claire, position très claire, le porno, c'est un support masturbatoire qui est réservé à des personnes adultes. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Et en aucun cas, qui comprennent que c'est pas en aucun cas aux enfants. Voilà. Ça ne peut être un support éducatif. L'âge médian du premier porno en France aujourd'hui, c'est 12 ans, non ? C'est 12 ans. Ouais. Donc, avant qu'Internet ne s'en occupe, s'il vous plaît, il faut faire super gaffe. Voilà, emparez-vous du sujet et corps, parlez avec amour, vous. Sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Vous restez avec nous. On va parler alimentation. C'est aussi un sujet extrêmement important. Emma, merci beaucoup. Merci. Vous nous refaites un petit jingle bells ? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste et diététicienne. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Vous me regardez d'un air gourmand, ça me fout toujours la trouille, surtout qu'il est question aujourd'hui de légumes, brocolis, courgettes, haricots verts, etc., qui ne sont pas toujours les plats préférés des enfants. C'est bien dommage, allez-vous nous dire. Est-ce qu'il y a une raison au fait que les enfants... et les enfants n'aiment pas tant que ça les légumes. Et moi, j'adore. Oui, il y a en effet une raison, mais c'est peut-être parce que vous êtes un grand enfant, c'est bien possible. C'est ça. C'est certainement ça, et aussi parce que l'amertume de la plupart des légumes va déplaire aux enfants. C'est comme ça. C'est les papilles. L'enfant, c'est inné à la naissance, il aime le goût sucré, c'est le goût du lait maternel. Et donc, en fait, c'est une protection aussi naturelle, un réflexe archaïque, parce que quand c'est amer... On a peur qu'il y ait du poison. Voilà, on a peur qu'on ait du poison, c'est un réflexe archaïque. Donc voilà, on sait aussi qu'il y a une étude qui a été faite à l'université de Yale aux États-Unis, et on est tous comme ça, un point, c'est tout. Ah bah voilà, il suffisait de le dire. Bon, bah c'est la fin de la chronique. Voilà. Vous avez néanmoins quelques astuces pour aider nos chers parents à passer cette période. Oui, ma première astuce, à prendre entre guillemets, camoufler les légumes. Alors, camoufler, pas au sens où on va les cacher, non, il ne faut pas qu'on imagine qu'on va piéger l'enfant, mais ça va permettre quand même petit à petit qu'il ait le goût. Typiquement, associer des légumes un peu de la même couleur, un petit peu de navet avec de la purée de pommes de terre, hop, on mélange un peu la même couleur, il va commencer à sentir ce petit goût. On peut aussi faire des morceaux de carottes dans la sauce Bologne, ça typiquement, ça se fait très bien, des oignons sur une petite pizza, des aubergines fondantes dans un hachis parmentier, et on peut aussi utiliser cette astuce avec le sucré. Yes. Typiquement, on peut remplacer le beurre des gâteaux par de la courgette. Incroyable. J'ai bien dit de la courgette. Mais là, on fait quoi Alors en fait, on la râpe et on la. Oui, il n'y a pas des gros morceaux de courgette, on ne sent rien. Et d'ailleurs, j'ai ramené aujourd'hui. Il fallait quand même. Vous nous avez fait un gâteau. J'ai fait un gâteau. Il faut le montrer. Je vais le montrer. Alors en forme de cœur en plus. Mais si elle n'est pas extraordinaire, il faut le monter un peu plus encore. Voilà, là on le voit. Il ne faut pas le faire tomber. Voilà, c'est sûr. Génial. Et on peut le goûter. Oui. Alors il est même sans farine. J'ai mis de la poudre d'amande à la place. Et je voulais juste. Cétogène quoi. Oui. J'adore. Elle coupe la moitié. C'était même pas. Charlie, on y va, on fait moite-moite. Moi, je dis Noël, cœur et... je veux la moitié de ça, la moitié de ça. Je voulais montrer la moitié de ça. Après, je voulais surtout montrer qu'on ne voit pas de courgette. Il n'y a pas de gros morceaux verts. Regardez. Est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas de morceaux verts? On voit qu'il n'y a pas de morceaux verts. Voilà. Donc, est-ce que ça va vous dire un gros morceau comme ça? Un gros morceau, allez. C'est vrai? Désolée. Ok, allez, génial. Je suis aventureuse. Et vous me dites ce que vous en pensez, sincèrement. Bon, moi j'aime bien. Tout le monde. De toute façon, faut dire la vérité. C'est fondant, normalement. On sent pas la courgette, on est d'accord? Eh ben, il est pas sec, franchement. Ah oui, il est super fondant. Il est cuit combien de temps? 25 minutes. Mais à 180 degrés, si vous voulez la recette. Je vous la donnerai plus tard. Donc c'est possible. Et il y a d'autres trucs? Il y a d'autres trucs, effectivement. Pour manger des légumes, vous pouvez aussi varier les formes et les types de cuisson. Proposer du croustillant à vos enfants, un crumble de légumes, c'est superbe. Une petite ratatouille avec un crumble dessus, ils vont adorer parce que la texture est différente.
différentes. Pensez au gazpacho l'été. Pensez aussi à tout ce qui se mange avec les doigts. C'est sympa, les enfants, ils adorent picorer. Les boulettes. Des petits, n'importe quoi, du moment des petites tomates cerises, des petits cubes, des bâtonnets. Ils adorent. C'est super. Et les textures aussi, on peut adapter ça. Les textures, vraiment, tout ça, c'est vraiment important. Les tagliatelles de légumes colorés, voilà. Et alors, si vous faites partie, parce que moi, par exemple, bon, je vous crois pas, disons les choses, hein, par politesse, je fais la chronique, mais si on avait cuisiné ensemble, ça aurait pu m'aider à y croire. Complètement. Vous et les enfants, faites les courses. Vous m'auriez mis à contribution, on va dire râpe les courgettes, Manu. Et je vous aurais surtout emmené avec moi faire les courses, avec un petit caddie, tout mignon. Ah, on imagine, hein. Ça, pour les enfants, ça les met complètement dans l'ambiance. Ils vont choisir les légumes. On rentre à la maison, on décide avec eux, tiens, qu'est-ce que tu aimerais mettre comme épices, même si ça se marie pas, peu importe. L'enfant, il est investi, il va cuisiner, il va adorer faire ça. Il existe aussi des sorties possibles dans les fermes, les cueillettes. Voilà, quand on y est, on a envie de goûter, on prend un petit quelque chose. L'enfant va vraiment aimer, va connaître l'aliment et ça marche vraiment terriblement bien. Sandra, une dernière question rapidement. Est-ce qu'il y a des gestes à ne pas faire à l'inverse, des trucs qui font que ça va être encore pire? Ah oui, surtout pas se fâcher si l'enfant finit pas son assiette. Hein, voilà, il faut pas de chantage au dessert. Hein, vous voyez. Sauf quand le dessert, c'est ça. Oui, sauf si le dessert, c'est ça. Mais, voilà, tu n'auras pas de dessert si tu manges pas tes légumes. C'est ridicule. On envoie le message que finalement les légumes, que le dessert c'est plus important que le légume. Et surtout, ne dites jamais à vos enfants que manger les légumes c'est bon pour la santé. Ils sont pas du tout sensibles à cet argument. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et puis continuez, ne vous avouez jamais vaincu. Les papilles, ça évolue. Il faut que ça soit fait dans la bonne humeur. Voilà. Merci Sandra. Charline, merci aussi. On déguste, nous. Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. Là, c'est sur la nourriture. On a les 120 questions alimentation avec Sandra. Merci beaucoup à toutes et à tous. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui en régie est assistée aujourd'hui par Rochini, Saïd Mamou pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et à table. Allez, Au revoir. Non, on continue.